Le 31 janvier 2019, Libby Squire, une jeune Anglaise de 21 ans, se dirige avec quelques-uns de ses amis dans une boîte de nuit à proximité de son campus universitaire, dans la ville de Hull, au Royaume-Uni. Problème, seuls ses amis sont autorisés à rentrer dans cette discothèque. Libby, elle, est refoulée, jugée trop ivre par le personnel de l'établissement. Ses amis la mettent alors dans un Uber, direction Wellesley Avenue, là où elle vit en colocation. Tout le monde pense qu'elle est rentrée en sécurité. Pourtant, des images de vidéosurveillance vont l'enregistrer un petit peu plus tard en train de marcher toute seule sur le trottoir, à 300 mètres de son domicile, sans savoir qu'un drame la guette. Liberty Anna Squire, que tout le monde surnomme Libby, c'est cette jeune femme que vous voyez en ce moment à l'écran. Elle est née le 1er janvier 1998 de ses parents Lisa et Russ Squire et a grandi dans le village de West Wycombe en Angleterre. C'est à Hull que Libby Squire déménage en septembre 2017, donc à l'âge de 19 ans pour étudier la philosophie à l'université de la ville, laissant derrière elle un frère et 2 sœurs cadets. C'est une jeune fille décrite comme dynamique, sociable, bienveillante, proche de ses parents, avec qui elle communique quotidiennement par SMS. Elle entretient une relation un peu plus fusionnelle avec sa mère, et ce encore plus depuis son déménagement à Hull, cette ville située sur la côte au nord-est de l'Angleterre, le long de l'estuaire Humber, qui débouche sur la mer du Nord. Seule ombre au tableau dans la vie de Libby, sa santé mentale, qui, selon ses proches, n'est pas au mieux. Elle a en fait connu plusieurs épisodes de dépression lors de son adolescence. En 2019, ça semble aller mieux pour Libby. Elle a 21 ans, elle est célibataire, elle a de bonnes notes en cours, elle est bien intégrée au campus, elle s'y est fait un petit groupe d'amis, et elle vit en colocation avec 2 autres personnes qui sont elles aussi sur le campus, mais qui n'ont pas le même cursus qu'elle, c'est-à-dire pas la même formation, pas les mêmes emplois du temps. Les 3 habitent dans une petite maison située sur Wellesley Avenue. Nous sommes à la fin du mois de janvier 2019. C'est le début du 2e semestre. Libby revient tout juste d'un mois de vacances de Noël qu'elle a passé chez sa famille. Les cours sont sur le point de reprendre et Libby a très envie de retrouver ses potes lors d'une soirée, avant la reprise des cours le lundi qui suit. Le jeudi 31 janvier, la température est glaciale. Il a même un peu neigé ces derniers jours. C'est pour cette raison que certains trottoirs sont recouverts d'une fine couche de neige. Cette soirée démarre assez tranquillement dans un bar de la ville dans lequel Libby consommera pas mal d'alcool, ça c'est important pour la suite, parce qu'après ça, Libby et ses amis se rendent vers 23h20, comme le montrent ces images de vidéosurveillance, au Welly Night Club, au nord de la ville, situé sur Wellington Avenue, un bar assez réputé de la ville où beaucoup d'étudiants se retrouvent le jeudi soir. Mais la soirée va s'arrêter là pour Libby, lorsque le groupe arrive devant le club comme on le voit sur les images de l'extérieur de la boîte. Libby est recalée à l'entrée, les videurs la trouvent trop fatiguée. Son regard est vitreux et en plus de ça, elle ne marche pas droit. C'est simple, elle est ivre. À ce moment-là, la décision qui est prise par l'ensemble du groupe, c'est de lui commander un Uber, de la mettre dedans pour qu'elle puisse rentrer en toute sécurité chez elle, dans sa colocation. Tandis que le reste de la bande rentre dans le club pour poursuivre la soirée. À 23h26, le Uber arrive et Libby part en direction de la colocation. Il y a environ 5 minutes de voiture qui séparent la boîte de la colocation. Pendant la soirée, l'une de ses amies, qui est, elle, dans la boîte, lui envoie un texto pour savoir si tout va bien, si elle est bien rentrée et si elle est en sécurité dans son lit. Mais ce SMS ne recevra aucune réponse. L'amie se dit alors que Libby s'est vite endormie, en même temps elle était saoule, mais pour être certaine
que Libby est bel et bien en sécurité, elle envoie un autre texto à l'un des colocataires de Libby, qu'elle connaît, et qui n'est pas sorti ce soir-là. Elle lui demande si la jeune femme est bien rentrée. Sauf que le colocataire en question est seul à la maison. Libby n'est pas revenue. C'est ce qu'il assure à la copine de Libby. Et ça, ce n'est pas normal. Elle aurait dû être de retour à 2h21 du matin. Les amis de Libby, inquiets, appellent la police. Right, so my friend, we put her in taxi to get home, and then now she's gone missing. Right. Why do you think she's gone missing? One of our friends is in the house, and she's not got back home. Right, okay. What's your friend's name? Libby. Dès le lendemain matin, les policiers se mettent à la recherche de la jeune femme, des recherches qui seront d'ailleurs considérées comme les plus grandes recherches de l'histoire de la police de Humberside. Une centaine de policiers va être mobilisée les heures qui vont suivre cette disparition, ainsi qu'une centaine d'étudiants. Tout va être fouillé. Les égouts, les hangars, les garages voisins, une rivière située à proximité de son parcours cette nuit-là commence même à être sondée parce qu'on a peur, parce qu'on craint le pire. Elle était saoule, je vous le rappelle. Elle a très bien pu tomber dans cette rivière. Les parents de Libby sont prévenus et lancent à leur tour immédiatement un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Son téléphone portable est sur messagerie. Elle est absente des réseaux sociaux, ça ne lui ressemble pas. Et surtout, elle ne se présentera pas à la fac pour la reprise des cours le lundi 2 février. Il s'est forcément passé quelque chose de grave. L'une des premières personnes interrogées pour en savoir plus sur la suite de la soirée, c'est le chauffeur Uber qui l'a prise en charge. Et le chauffeur affirme, écoutez bien, qu'il a bel et bien déposé Libby devant chez elle ce soir-là. Il donne un horaire, il était 23h32. Mais Libby n'est pas rentrée à l'intérieur de la maison et plusieurs choses le prouvent. Tout d'abord, ses clés sont retrouvées à quelques mètres de la porte d'entrée dans l'herbe, comme si en fait elle les avait fait tomber, ou comme si peut-être quelqu'un l'avait empêché de rentrer à l'intérieur et que maladroitement elle aurait fait tomber ses clés dans l'herbe. Quelques témoins vont se manifester, des passants qui assurent avoir vu cette nuit-là Libby, je cite, pleurer et sangloter dans la rue. Certains passants ont tenté de l'aider, mais ont trouvé qu'elle était incohérente et agressive surtout, et ils ont finalement abandonné. Il y a même un groupe d'étudiants qui ce soir-là a entendu Libby pleurer devant leur maison. Ils expliquent aux policiers qu'ils l'ont laissée entrer pour savoir si tout allait bien, pour qu'elle soit en sécurité, mais c'est ce qu'ils racontent, elle est partie immédiatement en disant qu'elle voulait rentrer chez elle. La même chose revient dans le témoignage de ce groupe d'étudiants, c'est-à-dire que Libby était ivre et incohérente. Au vu de ces témoignages, de ces éléments, les enquêteurs vont décider de rassembler toutes les images de vidéosurveillance de la ville, les heures qui ont suivi son arrivée devant son domicile pour savoir ce qui a bien pu se passer après ça. Après le moment où le chauffeur Uber l'a déposée devant chez elle. Et en cherchant bien, il repère Libby. À 23h37, regardez, en train de marcher seule sur le trottoir, à environ 300 mètres de chez elle sur Beverley Road, au croisement avec Hayworth Street. Clairement, elle n'a pas l'air très bien. Elle erre sans but. On la voit cependant traverser la route. Et à ce moment-là, c'est la dernière observation qu'on a de Libby. Parce qu'après ça, ce sera un conducteur qui explique aux policiers l'avoir vue allongée sur un banc. Il raconte qu'il se serait arrêté lui demandant si elle allait bien, et elle lui aurait répondu que oui. À ce moment-là, il n'a pas cherché, il est reparti. Et après cet épisode rapporté, on ne sait absolument pas ce qu'il s'est passé. Et la question qui va vraiment être dans l'esprit de tout le monde et des enquêteurs, c'est où est passé Libby Squire ? C'est cette question qui va agiter la ville de Hull. Même si les policiers considèrent toujours que Libby a simplement disparu, ils ne sont pas sereins, clairement. Ça ne se présente pas bien. Ils demandent à quiconque qui aurait des infos ou qui aurait aperçu Libby cette nuit-là de se manifester.
Les parents de Libby vont même passer un message en direct à la télévision pour lui demander de rentrer ou au moins de montrer un signe de vie. Les autorités sont dans une impasse, vous le voyez, ils savent que quelqu'un sait forcément quelque chose, ils sont convaincus qu'il manque des pièces au puzzle. Ces pièces vont progressivement se reformer. Tout d'abord, un témoignage va arriver. Le témoignage d'une femme qui réside près d'Oak-Road, le quartier de la colocation. Elle déclare avoir entendu cette nuit-là une femme crier vers minuit 20, près de la zone boisée du quartier. Un cri tellement effrayant que ça l'a réveillée. La femme explique avoir regardé par la fenêtre et avoir aperçu un homme se précipiter vers une voiture. Cette femme est certaine de l'heure parce qu'elle a regardé sur son téléphone portable à ce moment-là. À partir de ce témoignage, les enquêteurs émettent donc l'hypothèse qu'il y aurait une quarantaine de minutes, tout au plus, entre le moment où Libby est vue sur ces images et le moment où cette voisine a entendu ce cri. Ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent les caméras de la ville dans cette zone où le cri a été entendu et sont attirés par une voiture. Une voiture argentée qui semble tourner en rond, sans raison, plusieurs minutes avant que Libby ne soit vue dans la rue. Et juste avant minuit, à 23h55 précisément, regardez, cette même voiture est aperçue, s'arrêtant près de l'endroit où Libby a été vue en train de marcher pour la dernière fois. Une personne en est sortie même de cette voiture. Cette personne a marché sur le trottoir opposé à celui de Libby, qui est représenté par une flèche verte. Au moment où Libby tourne à gauche, la personne s'est mise à traverser la rue en courant pour lui emboîter le pas. Ces images sont glaçantes. D'autant plus que 5 minutes plus tard, on voit Libby et cette personne revenir sur leurs pas et se diriger vers la voiture de cet inconnu. On devine que c'est un homme. Il s'assoit quelques secondes dans sa voiture, regardez. La porte ouverte. Et quelques secondes plus tard, Libby monte dans la voiture. Il est minuit 08. À minuit 11, la voiture est enregistrée près de la zone boisée d'Oak-Road où se trouvent des terrains de sport. À minuit 20, la voiture repart à toute allure, repassant devant les mêmes caméras de la ville. Au vu de ces images, les policiers craignent le pire pour Libby. Vient-on de vivre les derniers instants de Libby Squire? Si aucun indice n'est trouvé, un autre témoignage va s'avérer très important. Le témoignage de 2 copines qui vont d'ailleurs déposer plainte. Ces 2 filles, écoutez bien, racontent que cette nuit-là, elles marchaient tranquillement dans la rue. Lorsque vers 3h du matin, un homme s'est posté devant elles et a commencé à se toucher, les suivant d'ailleurs jusqu'à chez elles. Ce témoignage fait tilt pour les enquêteurs. Et si l'homme décrit par les 2 filles était le même homme qui avait suivi Libby, également cette nuit-là? Grâce à ce précieux témoignage, les policiers retrouvent le lieu où cela s'est produit. Ils passent en revue toutes les images de vidéosurveillance jusqu'à l'heure où cela s'est passé. À 3h05. Regardez, ils retrouvent l'homme en question, c'est lui. Et grâce à ces images, les enquêteurs vont établir un lien. Un lien avec une description qui avait été faite 1 an plus tôt, en février 2018. À ce moment-là, une femme avait porté plainte à la police locale, expliquant avoir surpris un homme en train de l'observer lorsqu'elle se changeait dans sa chambre. Elle raconte avoir crié, mais l'homme n'a pas bougé, comme s'il prenait du plaisir
Et cet homme, eh bien, elle va le décrire physiquement. Grand, blond, le visage rond, entre 20 et 30 ans. Et si l'homme, encore une fois, que l'on voit sur ces images, et qui a, semble-t-il, déjà tenté des choses, était celui qui avait suivi Libby, les enquêteurs en sont persuadés. Ils vont donc à partir de là suivre tous ses mouvements et obtenir la plaque d'immatriculation de sa voiture. La même voiture que l'on observe rôder près de Libby la nuit de sa disparition. Et donc, le 6 février 2019, la police se rend au domicile de cet homme en question qu'il soupçonne fortement d'être à l'origine de la disparition de Libby. Cet homme s'appelle Pavel Relovics. Il est âgé de 26 ans, il exerce la profession de boucher et est arrivé de Pologne lorsqu'il était adolescent. Il est encore marié et père de 2 enfants. Mais ce que personne ne sait à ce moment-là, et que les policiers vont découvrir progressivement, notamment grâce à son ADN, c'est que ce Pavel est un détraqué sexuel, qui n'en est pas à son premier coup d'essai. Un détraqué qui a l'habitude de venir rôder ici, pour assouvir ses pulsions. Un détraqué qui disait à sa femme qu'il allait courir le soir, alors qu'il partait en chasse. Certains le surnomment même depuis quelques mois, sans connaître son identité, le pervers d'Ockrode. Plusieurs jeunes femmes ont déjà eu affaire à ce Pavel. Évidemment, sans qu'il n'ait jamais pu être identifié. La première fois qu'il a sévi, c'était dans la nuit du 23 juillet 2017. Alors qu'il faisait très chaud, il s'est introduit chez un jeune couple qui était en train de faire l'amour dans leur appartement, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble d'Edgecombe Street. Le couple l'a surpris, l'homme l'a poursuivi dans la rue sans réussir à le rattraper. Pavel s'était enfui, laissant, écoutez bien, sur la poignée de la porte, sur leur poignée de porte, un préservatif usagé. 8 jours plus tard, c'est une mère de famille qui signale un cambriolage dans son appartement. Le voleur a pris un peu d'argent liquide, mais a surtout laissé, encore une fois, un préservatif usagé sur la moquette. En décembre 2017, c'est une étudiante habitant Raglan Street qui se fait cambrioler à son tour. L'homme lui a volé des sous-vêtements et des objets intimes. À chaque fois, l'ADN et les empreintes digitales avaient été prélevés. Mais, étant donné que Pavel n'était pas fiché à ce moment-là, aucune correspondance n'avait pu être faite. Pavel Relovics est alors emmené au poste de police. On lui explique qu'il est soupçonné d'être à l'origine de la disparition de celle que tout le monde recherche depuis des semaines, Libby Squire. Mais cette info, regardée dans la voiture, le fait sourire. Il est plutôt détendu. Pourtant, un détail saute aux yeux des enquêteurs. Il porte des écorchures au visage et au cou. Mais lui va raconter qu'il s'est fait ça en chahutant avec son fils. Le voisinage, son voisinage, sera entendu. Des voisins plutôt surpris par cette arrestation. Pavel est vu comme un jeune homme amical, poli, souriant, qui alternait ses journées entre travail, sport et famille. Sa maison familiale sera analysée. Rien à signaler. En revanche, concernant sa voiture, c'est une autre histoire. On y retrouve, écoutez bien, des sous-vêtements féminins, des jouets intimes, des préservatifs usagés, encore une fois, des photos de femmes prises sans leur autorisation. Quand les enquêteurs lui demandent s'il a vu Libby cette nuit-là, il nie au tout départ. Mais une fois que les images de vidéosurveillance lui sont montrées, eh bien il change d'histoire, il change sa version. Il raconte qu'il s'est arrêté sur le bord de la route, effectivement, cette nuit-là, pour lui venir en aide. Et il lui a proposé de la ramener chez elle. Ce qu'il a fait, selon lui, il l'a conduite sur Ockrode avant de repartir, de rentrer chez lui, de prendre un bain et de se recoucher. C'est ce qu'il raconte aux enquêteurs. Personne ne croit en son histoire. Le problème, c'est que rien, à part ces images, ne prouve quoi que ce soit. Pour le moment. Parce que 1 mois et demi après la disparition, l'enquête
va basculer. Le 20 mars 2019, au petit matin, un équipage de marins-pêcheurs navigue sur le Humber, quand l'un des marins repère une forme au loin dans l'eau. En se rapprochant, l'équipage se rend compte qu'il s'agit d'un corps qu'il extirpe de l'eau. Le corps en décomposition est celui d'une femme, c'est une certitude, dans un état abominable, rongé par le sel, gonflé d'eau. Autour du cou, un collier avec la lettre L. L comme Libye. Malheureusement, tout laisse penser qu'il s'agit bel et bien de la jeune femme. Et les empreintes digitales permettront de le confirmer. Le médecin légiste qui réalise l'autopsie remarque tout de suite un certain nombre d'ecchymoses autour du corps de Libye, y compris sur sa poitrine, son abdomen et ses cuisses. Le médecin légiste ne peut pas déterminer avec précision de quelle façon Libye a été assassinée, tellement, je vous l'ai dit, le corps est en décomposition, mais il suppose qu'elle a pu être étranglée. Des cellules de sperme sont détectées sur des écouvillons vaginaux prélevés lors de l'examen post-mortem, ce qui prouve que Libye a bel et bien été abusée sexuellement. Il est confirmé, par ailleurs, qu'elle était déjà morte avant d'être immergée dans l'eau, ce qui prouve que ce n'est pas une noyade. Et à partir de ce que dit le médecin légiste, les enquêteurs sont persuadés que Libye a été mise dans un trou derrière le champ, là où un cri a été entendu, et que son corps a donc flotté jusqu'à la rivière Humber. L'ADN qui a donc été retrouvé sur et à l'intérieur de Libye va mettre des mois à être analysé. Et vous le comprenez, cet ADN est capital pour accuser définitivement Pavel. En attendant donc cet ADN, en août 2019, eh bien Pavel va passer une première fois devant le tribunal et va plaider coupable de 9 chefs d'accusation au total. 4 chefs d'accusation de voyeurisme, 2 chefs pour outrage public et 3 chefs d'accusation pour cambriolage entre 2017 et 2019. Il est donc condamné pour tout ça à 8 ans de prison, mais sa peine va être réduite à 6 ans après qu'il ait fait appel. Ce qui laisse quand même le temps, pendant donc qu'il est en prison, aux enquêteurs de recevoir les résultats des analyses ADN qui arrivent. Et l'ADN retrouvé sur le corps de Libye est bel et bien celui de Pavel, qui va soudainement, en apprenant tout ça, changer sa version. Il répète qu'il a bel et bien voulu aider Libye ce soir-là, qu'il l'a raccompagnée vers là où elle vivait, qu'ils ont flirté un petit peu ensemble dans la voiture, entre adultes consentants, puis il s'est arrêté, ils ont trouvé un petit coin tranquille pour coucher ensemble. Mais quand on a terminé, c'est ce qu'il raconte, Libye s'est mise tout d'un coup à s'énerver, elle s'est mise à crier, elle m'a griffé, moi j'ai eu peur. J'ai réussi à la faire sortir de la voiture et je suis parti, mais c'est tout. C'est ce qu'il raconte aux enquêteurs, qui ne croient pas du tout en sa version. Avec tout ça, avec le temps surtout que l'ADN arrive, eh bien les funérailles de Libye Squire n'ont eu lieu qu'en octobre 2019. 300 personnes s'étaient rassemblées pour lui rendre hommage. Vous l'imaginez, c'est toute une famille anéantie qui a enterré Libye. L'hommage le plus émouvant provient de Lisa, sa maman, dans une lettre partagée sur les réseaux sociaux. Ma petite fille est partie. Elle est partie pour toujours. Il n'y aura plus d'anniversaire avec nous. Il n'y aura plus de Noël ensemble, plus de temps en famille. Aucune famille ne devrait avoir à endurer cela. Aucune sœur ne devrait connaître cette tragédie de perdre son aîné. Aucun frère de 11 ans ne devrait connaître ce manque. Aucun papa ne devrait avoir sa première petite fille, sa princesse, enlevée de lui. Aucun grand-parent ne devrait perdre son premier petit enfant. Aucune tante ni oncle ne perdent leur première nièce. Aucune mère ne devrait avoir à regarder sa famille mourir. J'ai perdu l'une des 4 choses les plus précieuses de ma vie. Je ne peux pas te remercier, ma petite Libye, pour avoir fait de moi une maman comblée. Je t'ai gardée en sécurité aussi longtemps que je pouvais, et je suis désolée de ne pas t'avoir protégée cette nuit-là. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je t'aime, ma belle fille, avec tout mon être, et je t'aimerai toujours, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Je t'aime plus que tout. Avec la pandémie que tout le monde a connue, le procès a pris du retard et n'a démarré qu'en janvier 2021. Il va durer 2 semaines. 2 semaines éprouvantes. 2 semaines pendant lesquelles
Eh bien, la personnalité perverse de Pavel est mise en lumière par l'accusation. Des crimes qui ont grandi au fur et à mesure des années. Lui qui se faisait passer pour le père de famille modèle, bien sous tout rapport, était en fait un tordu qui considérait les femmes comme des objets. Et cette nuit-là, comme souvent, il était en chasse et est tombé sur Libby, une Libby alcoolisée, vulnérable, la cible parfaite. Et si ce n'avait pas été Libby de toute façon, ça aurait été une autre, c'est ce que dit l'accusation. Le jury rendra son verdict donc 2 semaines plus tard, et Pavel Relovics sera reconnu coupable du viol et du meurtre de Libby Squire. Il est condamné à la prison à vie avec une peine de sûreté de 27 ans. À la fin du procès, le juge aura cette phrase très forte. Libby a été prise au piège et n'avait aucune chance de s'en sortir. Il restera surveillé pour le reste de ses jours. Ce qui n'est pas totalement vrai, parce qu'au bout de 27 ans, il pourra demander à être libéré. Ça veut dire que c'est possible en tout cas. Et ça, Lisa Squire, la mère de Libby, ne le supporte pas. Elle ne comprend pas et elle va lutter les semaines, les mois qui vont suivre le décès de sa fille pour que tout ça, pour que tout viol et d'ailleurs tout crime commis soit puni et soit puni à vie. Mais c'est peine perdue. C'est un peu David contre Goliath. Elle a même rencontré à l'époque Boris Johnson, qui lui a expliqué qu'il n'y avait pas assez de prison finalement pour ça, pour que tous les violeurs, tous les tueurs soient condamnés à vie et y restent à vie. En 2022, Lisa Squire va faire une demande surprenante. Elle demande à rencontrer le meurtrier de sa fille en prison. Parce qu'elle veut savoir ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Voici ce qu'elle dira. Je ne suis pas en colère contre lui, je ne le déteste pas. Je veux seulement savoir ce qui s'est passé, mais je ne lui pardonnerai jamais. Pavel a tout d'abord accepté la demande de la mère de Libby, avant de se rétracter en 2023, expliquant, écoutez bien, avec aplomb, que s'il avait été dépeint de cette façon dans les médias, c'était en partie de la faute de la famille Squire. Donc, il n'a pas envie de la rencontrer. C'est un moyen, vous le comprenez en quelque sorte, de garder le contrôle. Mais Lisa Squire ne perd pas espoir et ne perdra pas son combat, c'est ce qu'elle explique. Je veux que mes enfants et mes petits-enfants sachent que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour découvrir ce qui est arrivé à Libby. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci beaucoup encore une fois de l'avoir suivi jusqu'au bout. S'il y a des histoires que vous souhaitez que j'aborde, même des histoires connues, peut-être déjà racontées par des youtubeurs, ou il y a aussi des images de vidéosurveillance, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire, même si je ne lis pas forcément tous les commentaires, parce que vous le savez, vous le voyez,
Il y a pas mal de commentaires. N'hésitez pas tout de même à me le dire. Des fois, je tombe sur vos commentaires et ça me permet de noter tout ça, de vous répondre également quand il y a des questions. Sinon, venez directement me rejoindre sur Insta, sur Twitter, sur TikTok. On reste connecté évidemment. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!